J'aime l'Éthiopie. J'aime sa singularité qui n'a guère d'équivalent en Afrique. Je filme les peuples de la vallée de l'Omo depuis plus de 10 ans. Je filme leurs rituels, leurs cérémonies. Je filme leur vie de tous les jours. Ces images ont révélé au monde des pasteurs semi-nomades qui vivent presque nus, dans une simplicité bouleversante et qui fascinent désormais photographes et cinéastes. Est devenue une fabrique d'images. Mais cet engouement est à double tranchant. Certaines images sont fidèles à la réalité, d'autres sont trompeuses. C'est pour comprendre comment fonctionne cette fabrique que je retourne dans le sud. Le lac Chamo est un magnifique spot nature aux portes du Grand Sud éthiopien. La plupart des touristes qui se rendent dans l'Omo commencent leur visite ici. Sur le lac Chamo, ils entrent de plein pied dans une Afrique de légende. C'est l'Afrique des romans, l'Afrique du cinéma. Ici, on se souvient d'African Queen, des Racines du ciel. On se souvient de Out of Africa. Il emportait même le gramophone en safari. 3 fusils, des provisions pour un mois, et Mozart. En Éthiopie, on est très loin du tourisme de masse. Ici, le voyage a un parfum d'aventure, et l'aventure coûte cher. Les touristes ont fait de gros efforts pour s'offrir le luxe d'une Afrique peu connue. Ils veulent aller de surprise en émerveillement. La rivière Omo coule tout au sud de l'Éthiopie, à la frontière du Soudan et du Kenya. On appelle la région la corne de l'Afrique. Longtemps, la vallée a été isolée, négligée, abandonnée à la nature violente, aux démons de la sécheresse, de la maladie et de la guerre. Lors de mes premiers séjours, la route du Sud s'arrêtait à 100 km d'Addis. Après, il n'y avait plus que de très mauvaises pistes. Très peu de touristes visitaient l'Omo. On croisait une voiture par jour, parfois une par semaine. Les touristes avaient le sentiment de débarquer sur la Lune. Pourtant, l'homme moderne, celui qui invente le langage, qui domestique les animaux, crée les outils, est apparu ici, dans l'Omo, il y a 200 000 ans. À cause des photos, des films, à cause de gens comme moi, en somme. Les touristes sont de plus en plus nombreux à visiter l'Omo. Beaucoup de rumeurs circulent sur les conséquences du tourisme. Certains y voient le diable, d'autres en espèrent le salut. Le marché de Tourmi s'ouvre chaque lundi vers 11 h du matin.
village est en quelque sorte la capitale du pays Amar, un des peuples emblématiques de l'Omo. Ici, tout le monde sait qu'on fait des images magnifiques. Le marché du lundi est donc le rendez-vous des touristes. Ils sont pris en main par des guides locaux, de jeunes Amars enregistrés au bureau local du tourisme. Les peuples de l'Omo ont compris depuis longtemps que l'image est un business. En tant que sujet, ils jugent légitime de réclamer leur part. Ce jeune homme est un guide local. Il sait quelques mots d'anglais. Une touriste veut photographier une femme, il négocie le prix. Dans tout l'Omo, le tarif est le même. 10 beurres le cliché, soit 40 centimes d'euros. Si on photographie, si on filme, on paye. C'est la règle. Et personne n'y échappe. Certains prétendent qu'ils ne payent pas. Je connais assez la région pour savoir que c'est de la vantardise, à moins qu'ils ne volent leurs images. Il n'y a aucune exception. Le pays Amar est vaste et à demi désert. Il est couvert de ce qu'on appelle la savane arbustive. L'herbe y est pauvre. L'Omo constitue la frontière ouest du pays Amar. Cette grosse rivière, qui coule du nord au sud, se jette dans le lac Turkana. C'est à quelques kilomètres d'ici qu'on a découvert les restes de l'homme moderne, notre ancêtre à tous. Depuis toujours, l'Omo est le dernier recours des éleveurs quand la sécheresse se prolonge. Ici, les vaches se contentent de peu et en retour donnent peu. Ce n'est pas pour la viande et le lait que les Amars élèvent leurs troupeaux, mais pour affirmer leur richesse, leur puissance. Un jeune homme doit payer une dot de 50 vaches au père de sa future épouse. Le bétail est au cœur de la vie des Amars. Bertie est un homme qui compte dans la région. Je l'ai rencontré il y a 11 ans. Avant, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Tout le monde était heureux. Le bétail pouvait aller partout. Il ne fallait pas aller très loin pour trouver de l'eau, du pâturage. Maintenant, on manque d'eau. On manque de nourriture. Mais il y a aussi de bonnes choses.
Quand on cherche quelqu'un, on se déplace facilement. Il y a une ferme pas loin d'ici. Chaque lundi, un camion nous emmène où on veut. Quand on a besoin d'aller quelque part, on demande poliment aux touristes et ils nous emmènent. Le principal problème, c'est que maintenant, il y a plusieurs foyers dans chaque maison. Tout le monde veut manger, mais on a moins de pâturage. Aujourd'hui, on ne vit pas sans les touristes. Notre argent vient aussi des touristes. Avec cet argent, on achète de quoi vivre. Bertie est un traditionnaliste que ses fils poussent vers la modernité. Désormais, il vaccine ses bêtes. Bertie ne connaît pas les chiffres, mais ses fils voudraient qu'il achète un téléphone portable. Le téléphone mobile, c'est une bonne chose. Tu vas me donner ton numéro et un jour je t'appellerai. On parlera comme maintenant. Ce sera comme si on était toi et moi. Le téléphone mobile, c'est très bien. Bertie est un personnage attachant. Peut-être qu'un jour je serai à Paris, il fera gris, et tout d'un coup je me dirai, je passe un coup de fil à Bertie. Allô Bertie? Ça va Bertie? J'ai filmé le saut du taureau au tout début des années 2000. C'était la première fois que je me rendais dans l'Omo. Il y avait très peu de touristes à l'époque. Et je me souviens que ce jour-là, il n'y en avait aucun. Le saut du taureau est un rituel d'initiation. Pour devenir adulte, tous les jeunes hommes doivent affronter cette épreuve. Si le jeune homme tombe, cet échec gâchera sa vie entière. Il sera méprisé, tout lui sera difficile. Je n'étais pas revenu à Turmi depuis 4 ans. Et j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Le saut du taureau serait-il encore un vrai rituel ou serait-il vidé de son sens? Européens, Asiatiques, Australiens, Indiens, Sud-Américains. Le monde entier s'était donné rendez-vous au bord de la rivière Keske. J'ai compté plus de 60 touristes. Le saut du taureau s'ouvre par un rituel de séduction qui peut paraître barbare. Les femmes provoquent les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. La plupart des touristes sont troublés par la violence qui s'exprime sous leurs yeux. Faute de clés, ils ne savent comment l'interpréter. Ces femmes qui quémandent les coups et encaissent la douleur sans broncher sont un mystère à leurs yeux.
L'appareil photo, la caméra, sont des filtres qui tiennent l'émotion à distance. Les femmes chantent et dansent sans répit pendant près de 2 heures, démontrant une énergie et une endurance stupéfiantes. Un peu à l'écart, un groupe de jeunes hommes se prépare. Ce sont eux qui tiendront les bœufs pendant le rituel. Les guides commentent, comme ils peuvent, dans un anglais balbutiant. Ces jeunes hommes, qui sont déjà initiés, se maquillent et se rasent le crâne, alors que le candidat à l'initiation porte encore les cheveux longs. Le rituel du saut du taureau est complexe. Pour en saisir le sens, il faudrait l'étudier. Et je comprends que les touristes ne se donnent pas cette peine. Le lieu où se déroule le saut se trouve un peu plus loin, à quelques centaines de mètres. L'ambiance est maintenant beaucoup plus détendue. Le candidat, lui, est inquiet. Cette tension est bon signe. Elle prouve que le jeune homme prend l'affaire au sérieux. Le saut du taureau coûte cher à la famille qui organise. Les parents viennent de loin, ils dorment et mangent sur place. On sacrifie du bétail. L'argent des touristes amortit ces dépenses, très lourdes, en période de sécheresse. Les applaudissements laissent penser que le public interprète l'épreuve comme une performance sportive. Peu importe qu'il y ait malentendu. Les touristes ont apprécié le show. Les hamards ont reçu de l'argent. Quant à moi, je suis rassuré. Les hamards n'ont pas perdu leur âme. Ce soir, tout le monde est content. Le tourisme représente une opportunité que certains jeunes hamards entendent mettre à profit. Choncher a 27 ans. Il est né à Tourmi, d'un père fonctionnaire et d'une mère au foyer. Après ses études secondaires, il a suivi une formation spécialisée d'auxiliaire médical. Il a soigné les gens pendant 2 ans. Il a jugé que c'était mal payé et s'est lancé dans le business. Le frère de Choncher a acheté un camion. Et Choncher, lui, ouvre des bars. Quand j'étais gamin, je faisais des petits boulots. Par exemple, je faisais le guide pour les touristes et des choses de ce genre. En 2000, je me suis lancé dans le business de la distribution de bière. J'ai un bar à Dimeka et un autre bar à Tourmi. Mon frère et moi, nous sommes sérieux dans nos affaires. Nous avons des plans pour le futur. Plus cette ville grossira, plus il y aura du business à faire. Le bar de Choncher s'appelle le Soccer Bar
le bar du foot. Il est en plein centre de Tourmi. Normally, Hamar, they doing pastoralistic. Les Hamars sont des éleveurs de bétail. Ils vivent avec leurs bêtes. Mais maintenant, il y a des Hamars modernes, comme moi, qui préfèrent créer des affaires plutôt que de garder le bétail. Le business que je fais maintenant est bien meilleur que garder les vaches. C'est meilleur pour moi. Ma vie va dans ce sens-là. Tchoncher va construire un hôtel pour les Ferengi, les étrangers en Amérique. Il est convaincu que le tourisme a encore de beaux jours dans le pays Hamar, et il a sans doute raison. Lorsqu'on feuillette un livre de photos sur l'Omo, on tombe inévitablement sur de nombreux portraits de Murcie. Il y a 2 ans, j'avais brièvement visité 2 de leurs villages, et ce que j'avais vu m'avait atterré. Je me devais d'y retourner. Voyager dans le sud nécessite beaucoup de temps. Pour faire 200 km, on roule une journée. Il y a très peu de tronçons bitumés. J'aime quand on traverse les villes. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Omo. On n'a pas grand-chose pour se distraire. Le même paysage défile pendant des heures. On ne voit que très rarement des bêtes sauvages. Des couples de dik-dik, un phacochère. Dès que les kalachnikovs sont arrivés, le gros gibier a été massacré. Les Mursis sont de vieux routiers du business de l'image. Dans le passé, ils avaient construit de faux villages le long de la piste qui traverse le Mago Park. Les touristes y tiraient des photos. Désormais, le gouvernement éthiopien fait respecter la loi. Les Mursis ont abandonné leur village studio, mais le business continue. Les femmes et les enfants ont beaucoup de succès. Tout le monde se part pour les photos dès 9 h du matin. Quand les touristes arrivent, on est prêt. Ils font des photos, des films, ils paient ce qu'on demande. Et quand c'est fini, on enlève tout. Il est 9 h 30, les premières voitures arrivent. Les Mursis négocient les prix eux-mêmes et ils sont durs en affaires. Ils poussent très loin le sens du spectacle et du travestissement. Certains touristes jouent au paparazzi, ils volent des images, mais ils s'arrêteront obligatoirement au village d'à côté. Et là, ils paieront ce que les Mursis exigent. À Mérégué, le business se met en place.
comprendre comment les touristes se font prendre à ces sinistres mascarades. Tout est faux, ça se voit. Ça se voit même beaucoup. Les Mursis s'affublent de tout ce qui leur tombe sous la main. Ils proposent une vision exécrable du sauvage. Et la plupart des touristes veulent croire que ces masques ridicules sont l'expression de la culture locale. Les dents de phacochère sont les ornements qu'on passe autour du cou du bœuf favori. Si quelqu'un marchait dans la brousse avec ça, en 10 minutes, il n'aurait plus d'oreilles. Les hommes comme les femmes se rasent la tête. Il n'y a pas de valeur plus élevée que la culture chez les Mursis. Devenir Mursi, c'est passer toutes les étapes nécessaires pour devenir Mursi. Tout le monde fait du business chez les Mursis. Les touristes, bonne pâte, ne demandent qu'à se laisser berner. Les femmes Mursis sont parmi les dernières femmes africaines qui portent le labret. Ce que les touristes ignorent, c'est comment on perce la lèvre de ces femmes pour qui le labret est une mutilation. Dans les villages à touristes, hommes et femmes commencent à boire de l'alcool de maïs dès l'aube. Le garçon qui arbore une kalachnikov tient à peine debout. Namala Kibo et Junia sont les chefs des villages à touristes. Sont-ils conscients de la déchéance des villageois? On fait tout ça, mais c'est pas dans nos traditions. On fait ça pour les photos. Pour que les touristes nous donnent de l'argent. Le naufrage des Mursis est ce qui peut arriver de pire au peuple de l'Omo. Heureusement, les villages qui sont plus loin, dans la brousse, échappent à cette addiction dégradante. J'avais envie de rendre visite aux Suris, chez qui j'ai séjourné plus de 6 mois au milieu des années 2000. Les Suris sont les cousins des Mursis. Ils parlent la même langue, mais leur territoire est de l'autre côté de l'Omo, sur la rive ouest. À vol d'oiseau, le pays Suri est à une 50aine de kilomètres des villages Mursis. Mais pour traverser l'Omo, il faut remonter loin au nord. En Éthiopie, la route n'est pas réservée aux voitures. C'est un espace commun que tout le monde s'approprie. Les piétons, le bétail, les véhicules en tout genre s'y sentent à leur place. Pour désenclaver le sud, le gouvernement a lancé un plan de développement routier. Partout désormais,
on croise des engins de chantier. Les nouvelles routes amèneront de plus en plus de touristes dans la vallée de l'Omo. Mais le gouvernement avait l'obligation de ne pas laisser ces populations à l'écart. Conduire sur les routes d'Éthiopie est un exercice à haut risque. Seuls les chauffeurs confirmés s'y hasardent. Je roule avec la même équipe depuis des années. Estifanos, Alemou, Yassou et d'autres encore connaissent la vallée comme leur poche. Ils sont des témoins privilégiés de l'évolution de cette région. Leur regard m'est précieux. Ils sont convaincus que tôt ou tard, les peuples de l'Omo se fondront dans le reste de la population. Les Suris paraissent encore très ancrés dans leur culture, mais les choses peuvent changer en une génération. Il y a une école depuis longtemps dans le village de Kibish, la capitale administrative du pays Suri. Mais lorsque je suis venu pour la première fois, elle accueillait beaucoup moins d'élèves qu'aujourd'hui. L'enseignement se fait désormais en amharique et en anglais. Les voisins de l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya sont anglophones. Connaître l'anglais est une bonne chose, mais indirectement, ça pousse les écoliers dans les bras des touristes. Après les livres d'Hans Sylvester, beaucoup de touristes et beaucoup de photographes viennent ici. Ils apportent ces livres et ils nous demandent, comme pour ces peintures, « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous peindre comme ça, avec ces couleurs et ces dessins ?» Alors je vais chercher des couleurs et je les donne aux garçons, et ils se peignent comme ils le font maintenant. J'aime me peindre. C'est du business et j'aime ça. Les touristes viennent, ils prennent des photos, ils donnent de l'argent. Avec l'argent, on achète de la nourriture et des vêtements. Je me peins le corps. Personne ne m'a appris. S'il n'y a pas de touristes, je ne me peins pas. Traditionnellement, les peuples de l'Omo utilisent la cendre et la bouse de vache pour se peindre le corps lors des rituels. Leurs motifs sont simples. Ils se résument à des bandes, à des rayures, à des cercles et à des ondulations qu'ils tracent avec leurs ongles. Si les peintures des enfants n'ont rien d'authentique, il n'empêche qu'ils sont habiles à marier les couleurs et ils créent des motifs magnifiques. Ce groupe de touristes vient d'Italie. Cette dame, tatouée sur tout le corps, est venue seule de Chicago pour admirer les peintures des peuples de l'Omo. Ce sont avant tout les écoliers dont les parents sont éleveurs, loin en brousse, et qui sont internes à l'école de Kibish, qui se peignent pour les touristes. L'argent qu'ils récoltent est ni plus ni moins que de l'argent de poche.
Même si les photos mentent le plus souvent sur la signification réelle de ces peintures, au moins elles témoignent de ces créations éphémères et du talent de ces adolescents. L'asphalte n'arrive pas encore dans la vallée de la Kibiche. On doit se contenter d'une mauvaise piste, que les grosses pluies emportent. La vie dans la vallée est toujours aussi lente. Les Suris élèvent leurs vaches selon la tradition. Pour empêcher que le bétail ne s'abâtardisse, ils volent des vaches au peuple voisin. Le vol de bétail est pratiqué par les éleveurs dans toute la corne de l'Afrique. Le vol ne se fait pas sans casse. Des bergers sont tués, des conflits éclatent. Lorsque je suis arrivé dans la vallée, les Suris étaient en guerre avec leurs voisins, les Boumis du Soudan, des éleveurs comme eux. Lorsque la pression des Boumis était trop forte, les Suris retiraient leurs troupeaux des zones d'affrontement. Les voisins se battaient pour le contrôle des pâturages, le contrôle des points d'eau. C'était une guerre d'escarmouche, pas une guerre de massacre. Pour se défendre, les Suris organisaient des patrouilles. Ils me disaient qu'ils n'attaquaient jamais les Boumis. Ils prétendaient qu'ils ne volaient jamais de vaches. À cette époque, les Suris vivaient dans une citadelle assiégée. Ils avaient peur d'être submergés par les Boumis, mieux armés, plus puissants. Les Suris confiaient leur destin à Dishmoy, leur Comorou légendaire. Les Comorous ne sont pas des chefs, ce sont des autorités spirituelles. Ils donnent des avis, des conseils. J'ai toujours eu le sentiment que les Suris pratiquaient une certaine forme de démocratie qui me les rendait sympathiques. Bargorou est le fils de Dishmoy.
Son père est mort en août 2008. Le vieil homme est enterré près de son village de Regia. Quelques pierres marquent l'emplacement de sa tombe. Mon père est mort à un autre endroit. 1 an après, on a fait une grande fête. Et je l'ai enterré là. Tu es venu de France, il ne peut pas te rencontrer. Dishmoy a été enseveli accroupi, les genoux ramenés sous le menton. Les gens qui passent près de la tombe arrachent une feuille et la jettent sur le tumulus en offrande. Le village de Regia, aujourd'hui, ne ressemble pas du tout à celui que j'ai connu. C'est pas pareil qu'il y a 10 ans. Tout change. Le gouvernement change beaucoup de choses à cause du tourisme. Je regrette que mon père ne soit plus là. Il ne peut pas voir tout ce qui arrive. Beaucoup de touristes visitent notre village. Des gens du gouvernement viennent aussi. On nous construit des maisons avec un toit en tôle, des écoles. Il y en a qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Je préfère les anciennes. J'en reconstruis une dans la tradition. Les huttes à l'ancienne sont beaucoup plus basses que les huttes du gouvernement, mais elles sont plus fonctionnelles. Il y a un grenier où la famille peut stocker les grains. Elles sont surtout mieux isolées. Je fais toujours le donga. Je combats. Si j'arrêtais, si je restais avec ma mère, ma femme ne me donnerait plus rien à manger et ne me donnerait plus d'alcool. Je serais comme une femme. Tout le monde me regarderait comme si j'étais une femme. Je continue à combattre. Je suis costaud. J'étais venu dans la vallée de la Kibiche pour filmer un saginé, que par facilité on appelle un donga, du nom du bâton avec lequel les Suris se livrent des duels furieux et parfois mortels. Contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, ici ou là, le donga n'est pas une compétition. Ce n'est pas un tournoi avec des vainqueurs, des vaincus et des récompenses. Les Suris livrent duel pour cultiver leur combativité, exalter leur vitalité. Bargourou est un combattant valeureux. Il y a 10 ans, alors qu'il n'était déjà plus assez rapide pour se mesurer aux jeunes guerriers pleins de fougue, Bargourou n'hésitait pas à se jeter dans l'arène. Même durement touché, même à terre, Bargourou ne baissait pas les bras. J'admire son courage, sa vaillance. Le donga est interdit depuis longtemps. Le gouvernement laissait faire, mais désormais, on ne peut plus le filmer. Si un guide conduit des touristes à un donga, on lui retirera sa licence et il aura de sérieux ennuis. Aujourd'hui, on ne peut plus filmer ces images violentes et fascinantes. Désormais, les jeunes gens de Kibiche s'affrontent au volleyball dans la cour de l'école.
Je suis venu ici dans le pays Suri il y a 10 ans pour rendre visite à mon frère. Je suis resté avec lui 6 mois et à ce moment, une équipe de télévision est arrivée d'Amérique. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de touristes ici. Il y en avait très peu. Ils n'avaient pas de guide. Ils m'ont demandé « S'il te plaît, aide-nous. Travaille pour nous. » J'ai dit « OK » et j'ai travaillé avec l'équipe de télé américaine. Tilsit est un garçon remarquable. Je l'apprécie beaucoup. Il a dû travailler très tôt pour nourrir sa famille. Quand je l'ai rencontré, il empierrait les routes. C'est un garçon extrêmement intelligent qui a su s'adapter très vite à l'afflux des touristes. Il a suivi des stages de formation à Arba Minch. Il a appris l'anglais. Aujourd'hui, toutes les équipes de tournage, tous les photographes qui viennent dans la vallée de la Kibish s'adressent à lui. Je considère que ces peintures corporelles sont de l'art. Je leur dis, peignez-vous, faites ce que vous voulez. Ils se peignent le visage avec beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas leur culture. C'est pour le business, c'est pour les touristes. Même si Tilsit considère qu'il y a désormais beaucoup de touristes, ce n'est rien si on compare avec ce qui se passe chez les Amars et les Mursi. Kibish est resté un gros village. Son isolement le protège. On est loin, très loin, heureusement, du naufrage des villages Mursi. Que se passera-t-il lorsqu'une vraie route arrivera dans la vallée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le gouvernement éthiopien mise gros sur le développement du pays. Il y a 10 ans, Addis Abeba somnolait dans sa misère. C'était une ville plate, les immeubles se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on rase des masures pour construire des buildings. Addis est un gigantesque chantier. La ville se peuple à une vitesse hallucinante. En 10 ans, elle est passée de 2 millions à 5 millions d'habitants. La croissance urbaine est loin d'être achevée. Des millions de campagnards rêvent de monter à la ville et de goûter enfin à la vie moderne que leur fait miroiter la télévision. Je fais confiance aux jeunes gens qui vivent dans la vallée de l'Omo pour décider de leur destin. Mais j'ai peur qu'un jour, si je croise l'un d'eux dans une rue d'Addis, je ne sache pas le reconnaître.